Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les titres de ce 4 juin 2014. Mehdi Nemmouche, le tireur présumé de la tuerie du musée juif de Bruxelles, présenté au parquet général de Versailles cet après-midi. Il a refusé son extradition vers la Belgique. Un spectacle de désolation à la base de loisirs de Trappes où 800 mètres carrés du centre équestre ont été ravagés par les flammes. Aucune victime, les chevaux ont aussi été sauvés par le gardien présent cette nuit-là. Le maire de Maurepas, Grégory Garestier, avec les Gilets jaunes hier soir, avant la séance du conseil municipal, il a réaffirmé avec ce collectif de parents d'élèves son opposition à la réforme des rythmes scolaires. Il refuse l'extradition vers la Belgique. Mehdi Nemmouche, le principal suspect dans la tuerie du musée juif de Bruxelles le 24 mai dernier, a refusé d'être remis à la justice belge. Cet après-midi, il s'est en effet vu notifier par la Cour d'appel de Versailles le mandat d'arrêt européen qui le vise. Il passera la nuit dans la maison d'arrêt de Bois d'Arcy avant de revenir demain devant la Cour d'appel de Versailles. D'après son avocat, l'homme est aujourd'hui serein. Nous disons simplement qu'il est français, il est en France. Aujourd'hui, il a été interpellé en France. Et il n'y a pas de raison, puisque les juridictions françaises sont compétentes pour pouvoir le juger. On ne voit pas de raison pour qu'il soit remis aux autorités belges. Nous allons demain défendre notre position. La chambre d'instruction de la Cour d'appel va statuer sur le mandat qui a été décerné, sur le fait que mon client refuse d'être remis aux autorités belges. Et nous allons défendre notre position. La Cour d'appel prendra une décision et par la suite nous aviserons. En étude à l'Assemblée cette semaine, le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et de l'individualisation des peines, un projet porté par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, est plus communément appelé réforme pénale. À la prison de Bois d'Arcy, les agents de probation chargés d'aider les détenus à se réinsérer gèrent déjà plus de 100 dossiers chacun et l'on y compte 835 condamnés pour seulement 508 places. Le secrétaire général adjoint du syndicat UFAP y travaille et pour lui, la possibilité de développer les bracelets électroniques pour les peines de moins de 5 ans est une bonne idée. Il faut néanmoins des moyens financiers. Il revient aussi sur l'idée de la difficile reconstruction des victimes si l'agresseur n'est pas incarcéré. Moi je suis pour aussi quelque part les peines alternatives à la détention, mais à condition qu'il y ait des moyens. Parce que si vous ne mettez pas de moyens là derrière, si vous faites une loi et que vous ne mettez pas de moyens, vous ne mettez pas de conseiller d'insertion de probation, d'éducateurs spécialisés pour les mineurs, vous ne mettez pas de personnel de surveillance aussi pour aller mettre les bracelets électroniques et puis des personnes à proximité des gens pour les aider à repartir sur de bonnes bases. Si vous les laissez sur le bord de la route, vous n'y arriverez pas. Et donc forcément, ils reviendront en prison. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est que bien souvent, il y a des gens qui sont condamnés à moins de 5 ans, mais qui sont là pour atteinte à la personne. Comment on place la victime là-dedans? Comment se place la victime? Parce que bien souvent, les victimes ont besoin qu'il y ait une peine prononcée de prison pour qu'elles puissent éventuellement faire un deuil sur, je dis pas sur un décès, mais sur une agression, qu'elles puissent se reconstruire après par rapport à ça. Donc la problématique de la victime se passe là. Propos recueillis par Claire Cambier. Plaisir, Elancourt ou encore Bois d'Arcy. Voici quelques-unes des communes opposées à une application dès la rentrée prochaine de la réforme des rythmes scolaires. À Maurepas, le maire a rejoint ce combat soutenu par les parents. Le conseil municipal de mardi soir a permis de débattre sur ce thème. Olivier Maniscalco et Elodie Moine. Les Gilets jaunes à Maurepas. Mardi soir, parents, enfants et élus se sont réunis devant l'hôtel de ville pour protester contre la réforme des rythmes scolaires et soutenir l'équipe municipale qui réclame son report d'une année dans la commune. Vivement critiquée par les manifestants, la réforme est jugée inadaptée, notamment par certains enseignants qui préféreraient plutôt modifier le programme. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, la réforme des rythmes scolaires qui a un peu perdu de sa valeur par des regroupements de temps, parfois les après-midi, apporte le nécessaire pour les enfants. En tant qu'enseignante de CE1, moi je me rends compte qu'en effet le programme de CE1 est un programme qui est très chargé. Il n'y a pas que dans cette classe que le programme est chargé. Est-ce qu'on ne peut pas penser à réaplanir les programmes pour qu'ils soient accessibles à tous les enfants ? Autre point d'ampleur abordé par la municipalité, le coût élevé de la réforme. 400 000 € seraient nécessaires pour appliquer les nouveaux rythmes scolaires à Maurepas. Des nouveaux rythmes scolaires dont la mise en place était débattue le soir même au conseil municipal. Nous avons souhaité porter au débat ce soir démocratiquement au sein de cette assemblée pour envisager un report de cette réforme parce que premièrement nous la pensons contraire à l'intérêt de l'enfant. Nous n'avons pas les moyens financiers de pouvoir l'appliquer. 400 000 € à la collectivité, ça fait 4 points d'impôt et donc nous refusons d'augmenter les impôts des Maurepasiens.
À l'issue du conseil, un vœu de la municipalité a été émis pour un report d'1 an des nouveaux rythmes scolaires à Maurepas. Les communes ont jusqu'au 6 juin pour présenter leur dossier de réforme. 20 villes dans les Yvelines n'ont encore rien déposé. Si un conseil d'éducation doit se réunir vers le 20 juin pour statuer, c'est au final l'Académie de Versailles qui fixera les horaires d'entrée et de sortie de classe applicables à la rentrée 2014. L'actualité locale également marquée par l'incendie d'une partie du centre équestre de la base de loisirs de Trappes. Nous sommes en ligne avec Frédéric Bordier, le directeur de ce site. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi. 800 mètres carrés d'un hangar réduit en fumée. Que s'est-il passé cette nuit-là? Eh ben, le hangar à paille, on venait d'être livré de ballots de paille, donc le hangar était plein, à craquer. Et puis en pleine nuit, un début de feu s'est déclaré en plein centre du hangar, voilà. On ne connaît pas encore les causes exactes de cet incendie? Non, pas du tout. Il y a une enquête judiciaire en cours. Elle se poursuit toute la semaine, mais bon, voilà, on sait que la cause électrique est écartée. Maintenant, on ne connaît pas l'origine exacte du feu. Donc ça pourrait être un incendie criminel. Est-ce que vous avez une piste privilégiée en tout cas ou des inquiétudes autour de ça? Non, on reste vigilant. On n'a pas d'inquiétude particulière. On reste simplement vigilant. Bien sûr, on a mis une société de sécurité hier parce qu'on ne voudrait pas que, comme on a encore de la paille un peu étalée partout pour qu'elle évite de redémarrer, parce que c'est très très long à éteindre. Donc, on a mis un agent de sécurité, mais on n'est pas plus inquiet que ça, simplement on reste vigilant. Voilà. Il n'y a aucune victime. Les chevaux ont également été sortis rapidement par le gardien. Sur le plan matériel, on parle d'une facture de plus de 200 000 euros, 300 000 euros, c'est bien ça? Alors, on ne connaît pas encore l'évaluation des dégâts, puisqu'il y a énormément de matériel, comme vous le dites, de nombreux tracteurs, des calèches, du matériel, du outillage, services techniques et centre équestre, puisque c'était aussi un dépôt, un abri pour notre matériel des services techniques. Donc on ne connaît pas encore la facture, on va dire. Quelles conséquences pour les activités avec l'été qui approche? Alors, les cours continuent normalement, les travaux continuent normalement, puisque c'est surtout un problème de stockage et un problème d'entretien, puisque les tracteurs, les machines agricoles servaient surtout à l'entretien, au stockage du matériel. Donc, en tout cas, en termes de cours et d'animation, ça ne change rien à l'activité du centre équestre. Merci Frédéric Bordier, directeur de la base de loisirs de Trappes, où le centre équestre vient en partie d'être ravagé par les flammes. Les causes exactes de l'incendie ne sont pas encore connues. L'invité de ce journal à présent, c'est Françoise Lison-Leroy, prix Poésie Yvelines des collégiens 2014 pour Les Bouloches, livre hommage à votre père. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue en plateau. Vous êtes né en Belgique, professeur de français, plusieurs livres édités dans votre pays, en France également. Avant de parler de ce dernier ouvrage, justement, un mot sur cette distinction qui a été offerte par des jeunes lecteurs, de votre sentiment peut-être. C'est pas la première fois que vous recevez des prix, c'est peut-être la première fois par des plus jeunes? Oui, c'est la première fois qu'un collectif de jeunes m'attribue un prix. J'en suis vraiment très heureuse parce que d'une part, les jeunes ne font pas de cadeaux et si c'est une nomination spontanée et tellement lumineuse comme ça. Et d'autre part, parce que j'ai enseigné pendant toute ma vie, pendant 40 ans environ, à des jeunes de 12 à 15 ans. Et tout à coup, voilà, cette reconnaissance m'arrive. Et vous les avez rencontrés, ces jeunes. On en voit quelques images. C'est le 4e prix Poésie Yvelines. Il a réuni 11 collégiens de tout le département. Cette année, je le disais, vous les avez rencontrés. C'était à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Aujourd'hui, nous y étions. Catherine Zulato et Jonathan Villeman pour ce reportage. Émotion, c'est le mot qui qualifie le mieux le sentiment qui a parcouru l'Assemblée de collégiens réunis ce mercredi pour le prix Poésie Yvelines 2014, un prix remis à une auteure belge pour son ouvrage Les Bouloches, qui rend hommage à son père. On sentait vraiment l'émotion de l'auteur vis-à-vis de son père. Et elle le représentait comme un enfant qui avait donc des actions d'enfant, qui aimait bien se comporter comme tel. La poésie, je n'avais jamais vraiment prêté attention avant le prix. Et donc pendant le prix, il y a des livres qui m'ont aimé, des livres que j'ai moins aimés. Et ça, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment différents types d'écriture. Comme Aurélien, ils sont près de 400 collégiens à avoir participé à ce prix. Ils avaient le choix entre 4 auteurs. Et pour Françoise Lison-Leroy, qui a été professeure de français pendant 35 ans, c'est une heureuse rencontre. Ça donne de la force, quoi. Ça veut dire aussi on peut tabler sur l'intelligence des jeunes et sur leur capacité à recevoir une parole venue d'ailleurs ou une parole qui n'est pas nécessairement
écrite pour les enfants, pour les adolescents. Nous venons de bien loin de cette lignée promise au féminin pluriel. Primitive, nous avons puisé l'eau d'une terre noire. Ça leur fait découvrir des poètes contemporains, encore vivants, donc ils apprécient. Et le retour qu'on a systématiquement, c'est qu'on a tout le temps des élèves qui nous disent « Ah ben écoutez madame, moi j'aimais pas trop la poésie, et ben maintenant j'aime bien ». Ça prouve aux gens que la poésie est faite pour eux. Voilà. L'émotion qu'a donnée Françoise là à ces 350 élèves qui étaient présents, ils ne le ressentiront pas avec autre chose. Le 4e prix Poésie Yvelines a réuni cette année 11 collèges de tout le département. Le prix Poésie Yvelines des collégiens 2014, qui est donc l'invité de ce journal du 4 juin. Votre avis peut-être sur la mise en place d'un tel prix qui est organisé par le Conseil général des Yvelines et la Maison de la Poésie également à Guyancourt. C'est un bon moyen d'initier les plus jeunes à la poésie qui peut leur faire peur peut-être. Oui, certainement. Je pense que c'est quand même extraordinaire de voir un énorme public de collégiens, donc des gens de 12 à 15 ans qui sont rassemblés autour d'un tel projet. Et la Maison de la Poésie des Yvelines, je trouve, fait merveille, tout simplement parce que la poésie, c'est une langue. Alors leur donner accès à la langue de quelqu'un, à la langue d'un poète, c'est magnifique. Et je pense à plusieurs langues, parce qu'au fond, il y avait plusieurs auteurs, et c'est vrai que c'est moi qui ai eu le prix, mais les autres textes étaient très intéressants. De toute façon, je les ai entendus. Je pense que les jeunes sont bien plus près qu'on ne le pense à recevoir cette parole poétique. Et le fait d'aller vers eux, de leur donner cette occasion, c'est magnifique. Enfin, j'ai moi-même été professeur de français, donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour faire passer la poésie dans mes classes. Et ici, je retrouve cette énergie décuplée. Vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes ne font pas de cadeaux lorsqu'ils font des critiques. Ils ont rédigé des fiches critiques, vous avez échangé avec eux. Vous en retirez quoi? Quels enseignements pour vous, en tant qu'auteur aussi, par rapport à ce qu'ils ont pu vous dire? Mais ce qui était magnifique, c'est que la première critique que j'ai entendue, c'était exactement ce que j'avais voulu dire. Le moment où j'ai décidé d'écrire ce livre était venu de là. Et la jeune fille qui avait écrit ce texte, et d'autres aussi par ailleurs, ont mis le doigt sur l'essentiel. C'était sur quoi précisément? C'était sur cet instant où le père devient quitte son rôle de père sévère et de patriarche pour redevenir un enfant. Enfin, moi, j'ai eu ce sentiment maternel vis-à-vis de mon père tout à coup, et j'ai compris que tout est là, toute sa vie était là dans cet instant-là. Puisque c'est un livre que vous avez rédigé en hommage à votre père, justement, on va y venir. Juste auparavant, chaque soir, nous réalisons un micro-trottoir qui est lié à notre invité. La question que nous sommes allés poser aujourd'hui, peut-être de manière un peu provocante, forcément, je le concède. À quoi sert la poésie? Vos réponses. Essayer de raconter certaines histoires, à faire transparaître certains moments de sa vie, comme une musique en fait un petit peu, mais qu'elle soit transposée par écrit. Exprimer ses sentiments, faire passer des messages, quoi encore, un peu de tout quoi. C'était une source d'inspiration, c'était une source de détente peut-être, et d'évasion. On veut écrire, envoyer un message à des amis ou aux amoureux, quelque chose de plus sympa, plus romantique, tout ça. On essaie de rimer les phrases. Changer le monde, par exemple, si on veut. Voilà, c'est tout ce que je pense. À s'évader, en fait, à s'évader dans leur lecture, dans leurs idées. Beaucoup de missions pour la poésie. C'est très lourd, cette charge pour un poète. Pourquoi vous avez fait le choix, justement, de cette écriture très poétique, finalement, pour votre ouvrage? Mais je pense que la poésie m'est tombée dessus depuis quand j'étais petite déjà, et puis ici ce sujet-là s'est apposé. C'est vrai que pour moi la poésie ne vient pas du ciel, je me l'arrache, je la prends, je l'arrache de mes tripes, et j'essaie de l'offrir, et j'essaie de toucher chaque fois la même petite chose qui me semble essentielle, et d'aller au plus juste. Je pense qu'il y a une véritable recherche, un grand travail de rabotage, que j'ai envie d'employer ce mot de menuisier, parce que je ne pense pas que ce soit uniquement intellectuel, il y a aussi le travail du matériau qu'est la langue. Et vous écrivez depuis très très jeune. Oui. Votre premier ouvrage, c'était à 7 ans? Mon premier ouvrage, quand je commençais à écrire, c'était pas vraiment un ouvrage, c'était un dictionnaire. Je voulais refaire le dictionnaire avec d'autres définitions.
Les bouloches, ce sont ces petits brins de tissu que votre père roulait entre ses paumes. C'est bien ça, c'est le titre de cet ouvrage. C'est un souvenir indissociable de lui. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu comme s'il retournait au nid, au fond. Je pense que quelqu'un qui a passé toute sa vie des enfants, il était instituteur, il est jardinier, il était historien local. Et un jour, comme tout le monde, un jour, on va vers sa fin. Et quand j'ai compris qu'il allait vers son ailleurs, je me suis dit, tiens, je ne peux pas laisser partir ça. Vous y parlez de cette dernière année que vous avez vécue avec lui. Vous avez commencé à écrire avant même qu'il ne décède. Oui. Pourquoi ce choix? Vous vous êtes dit que c'était un moyen de ne pas le laisser partir aussi? Oui, c'est un moyen de ne pas le laisser partir. Et de toute façon, c'était urgent que je le fasse parce que en fait, je ne savais pas comment allait se terminer sa vie. Je savais qu'il allait vers la fin, mais je ne savais pas. Donc, je voulais retenir ça. Et lorsqu'on voit que les collégiens ont été très émus lorsqu'ils ont lu ce livre, vous vous dites que vous avez réussi à faire un livre qui touche tout le monde, tous les âges, tout le monde, même si c'était un thème très personnel. Oui, j'étais très frappée. Ce n'est pas moi qui ai envoyé ce livre à la Maison de la Poésie, mais le fait qu'il fasse partie de la sélection et qui parle à des jeunes, c'était très très émouvant, vraiment. Aujourd'hui, ce que vous souhaitez pour cet ouvrage, c'est qu'il vive par lui-même, qu'il continue à être transmis de génération en génération, maintenant que peut-être d'une certaine manière aussi ça aide aussi en écrivant à faire son deuil quelque part. Oui. Quel avenir vous le souhaitez à cet ouvrage? Qu'il continue son chemin à travers d'autres regards, les jeunes, les aînés, tout le monde. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Françoise Lison-Leroy, prix Poésie Yvelines des collégiens 2014 pour cet ouvrage Les Bouloches, qui a beaucoup plu aux plus jeunes, mais qui plaira aussi forcément aux plus âgés. C'est le prix Poésie Yvelines, Conseil général des Yvelines avec la Maison de la Poésie également. Merci à vous. Merci. De la poésie à l'improvisation avec ce soir les demi-finales et la finale de la compétition intercollège organisée par Déclic Théâtre. À 20h30 au Scarabée de la Verrière vont s'affronter les établissements Courbet, le village de Trappes, Einstein de Manille-les-Hameaux et Lagio d'Elancourt. Le spectacle sera filmé par TV Fil et sera à découvrir prochainement en intégralité sur notre antenne. Culture toujours à Trappes où le lycée de la Plaine de Nauf préparait il y a quelques jours sa semaine des arts. Le musée de Port-Royal des Champs est associé à l'événement puisqu'il accueille les productions annuelles des élèves. Reportage de Mathilde Capberne et d'Élodie Moine. L'instituteur rentre, c'est Bridget. Thomas Tiercelin, étudiant en terminale littéraire dans ce lycée de Trappes, s'est inscrit à l'option théâtre pour le bac. Un moyen de gagner quelques points, mais pas uniquement. Ce qui me plaît, c'est la liberté de jeu, parce que c'est vrai que tout ce qui est mise en scène, on peut mettre notre patte dessus. On peut choisir quel type de mise en scène on veut faire, quel type de parti pris. Et c'est vrai que c'est la liberté artistique qui me plaît vraiment en fait. À l'occasion de la Semaine des Arts de l'établissement scolaire, plus de 150 élèves, tous niveaux confondus, sont invités à présenter leur production annuelle au musée de Port-Royal des Champs. Un cadre exceptionnel, imprégné de culture, théâtre, cinéma ou art plastique, ces options restent très attractives. Effectivement, nos options sont vraiment pleines. C'est-à-dire qu'au niveau du pourcentage d'élèves du lycée appartenant à l'option théâtre, on est dans un pourcentage au niveau académique qui est vraiment très très élevé. Voilà, donc on est très très contents, parce qu'on est sûr que ça leur fait énormément de bien. Selon un rapport du syndicat national des enseignements artistiques de la rentrée 2013, la réforme du lycée a fragilisé les parcours artistiques et le nombre des ateliers a considérablement baissé depuis ces dernières années. Il y a quelques années, il me semble que l'option théâtre a failli disparaître, en tout cas dans votre établissement. Oui, absolument, c'était un dur combat. Ce sont des combats qui ne sont jamais gagnés que provisoirement. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'en particulier les options facultatives, les options artistiques, de toute façon, ne se portent pas bien, parce que chacun sait qu'il y a un manque d'argent. Jeudi 5 juin, l'ensemble des élèves présentera ses projets au théâtre de la Ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Jusqu'au 14 juin, le Salon des Arts de Montigny, le Bretonneux, présente sa 26e édition. Une opportunité pour les artistes amateurs de la région de présenter leurs œuvres publiques. Une cinquantaine d'artistes amateurs exposent leurs œuvres au public jusqu'au 14 mai au Conservatoire des Arts à Montigny-le-Bretonneux. Rendez-vous incontournable de la saison culturelle de la ville, le Salon des Arts présente des œuvres aux techniques artistiques les plus diverses. 4 grandes séries seront représentées cette année, peinture, aquarelle, sculpture et photographie. Vraiment, le Salon des Arts a pour but de montrer que, quel que soit son niveau, on peut présenter son travail, on peut venir se confronter au regard du public.
de façon plus ou moins modeste. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui vont déjà avoir un parcours très intéressant, très poussé, puis d'autres qui vont venir une fois de temps en temps ou tous les ans présenter un nouveau travail avec forcément parfois un format un peu plus modeste, mais qui ont la volonté de venir se confronter au regard du public, au regard des professionnels, au regard des passants, au regard des enfants, au regard d'un peu toutes les personnes en fait, qui vont passer ici. Pour célébrer cette 26e édition, le salon met à l'honneur le photographe inimontain Christian Lopez Quintas, ancien participant récompensé de nombreuses fois pour ses œuvres. Le Salon des Arts récompensera chacune des catégories à l'occasion de la cérémonie de remise des prix le 14 juin. Pour l'heure, les visiteurs sont invités à élire leur coup de cœur et cette année, les plus jeunes pourront également décerner un prix du jeune public. Du sport à présent pour annoncer la signature de Nissim Rafaf à Laval. À 15 ans, ce jeune du club de football de Trappes va découvrir le centre de formation de cette équipe de Ligue 2. Suivi depuis plusieurs mois par les observateurs, ce sont ses qualités de travailleur qui ont fait la différence. Mais Nissim va devoir multiplier les efforts. Le projet de formation qu'on lui a proposé, c'est un projet où il va devoir s'engager à fond. Il va être obligé de travailler plus que les autres gamins. Donc il va falloir qu'il associe donc, son travail à l'école, au travail sur le terrain, donc au centre de formation. On a pour objectif d'allier les deux et de chercher l'élite. Moi, j'avais jamais bougé de Trappes. Et quand je suis parti là-bas, c'était grand, il y avait plein de terrains. Et j'ai bien aimé. Ça impressionne, non ? Ouais. Interview menée par Anthony Reich. Fin du journal de ce 4 juin. Je vous retrouve demain en direct à 18h. Replay sur notre site internet. Et puis n'oubliez pas, 24h sur 24, les réseaux sociaux. #78actu sur Twitter. Bonne soirée.